plusieurs problèmes à la fois. Donc, ils se sont dit, quels sont les leviers de l'action pour pouvoir faire ça? C'est vrai, un secteur fondamental qui est source des émissions, c'est le secteur de l'énergie. Pourquoi? Parce que tout notre système de production s'est basé sur le fossile. Donc toutes les solutions qui permettent vraiment dans la production de l'électricité et de l'énergie, de changer le paradigme et de faciliter l'accès, ils aiment ça. Mais encore une fois, dans des circonstances où ça fait du sens en termes d'atténuation. Le problème des villes et leur intégration, que ce soit la manière dont on construit, que ce soit la manière dont on se déplace, que ce soit dans la maison, ce problème, ils aiment ça. Ils n'ont pas eu beaucoup de projets sur ça, mais ils pensent que c'est une façon. Si on construisait les villes différemment, si on construisait les villages différemment, c'est peut-être une façon de soutenir le changement de paradigme. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure, tu vois, l'agriculture. C'est pas seulement le côté atténuation, mais avec le côté adaptation, ensemble. Donc pour eux, c'est un bon mix. La question de la foresterie, grande question. Comment rendre les financements à grande échelle, mais également durables, avec le rôle du secteur privé. La résilience des petits États insulaires, ils ont une situation particulière. Ce sont les petits États insulaires en développement, les îles. Vous n'en verrez pas beaucoup dans les PMA. Ils sont pour l'essentiel des pays à revenus intermédiaires. Mais leur fragilité vient de quoi? Leur fragilité vient de leur exposition géographique. C'est là où ils sont, et aussi de la taille de leur économie. Donc, ils ont des situations particulières. Et parce qu'ils ne sont pas PMA, ils sont traités aussi comme les partenaires. Parce que quand tu n'es pas PMA, le jeu est différent, n'est-ce pas? Tu dois aller sur des instruments, tu dois négocier avec tes partenaires. On ne te fait pas beaucoup de dons quand tu n'es pas PMA. Donc ils sont dans une situation un peu particulière. Donc le DCF se disait peut-être on va réfléchir de manière particulière à la solution de ces îles. 6 critères d'investissement que le DCF regarde, toujours le potentiel d'impact. Et ce mot impact-là, des fois, il prête à confusion parce que impact, potentiel d'impact, aussi bien en français qu'en anglais, on a l'impression qu'on parle de l'impact du projet. On va faire une étude d'impact de notre projet. Oui, ça c'est du bon français. Mais quand le DCF dit potentiel d'impact, il pense à quoi seulement? Quel impact il pense? Il ne pense pas à impact en général, hein. C'est quel impact? Ah bon, plus fort. C'est ça. Il pense à ça. Oui, très bien, il pense à ça. C'est impact climatique. C'est pas comme si mon projet a un impact sur la population. Non, c'est pas de ça il parle. Impact climatique. Tu as délivré quoi en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Ça se mesure en termes de tonnes de CO2 équivalent. C'est ça l'impact. En adaptation, combien de personnes tu as renforcé la résilience? C'est ça qui parle d'impact. Et ça, ces indicateurs sont même ce qu'on appelle core indicator. C'est-à-dire, tu as un projet de DCF, tu as beau installer tel mégawatt capacité de, je ne sais pas quoi, solaire, tout ce qu'on veut, tu as beau, si tu ne sors pas ce que ça veut dire en termes de tonnes de CO2 ou de population rendue vulnérable, ça c'est les core indicateurs, la proposition n'est pas finie. Tout ce que tu as fait doit être reconverti dans ces 2 indicateurs. Ça c'est les core indicators du DCF. Après il y a ce potentiel de changement de paradigme qui se mesure à l'innovation, scalability, le potentiel de mettre à l'échelle, etc. Bon, c'est vrai que ça c'est un petit... On ne dit pas le potentiel de développement durable, mais on dit là, oui, le potentiel du projet à contribuer au développement durable. On ne veut pas des projets extrêmement bons qui réduisent les émissions, mais qui au final affectent les populations sur un point de vue social ou environnemental. Donc il faut équilibrer. Et il faut que le projet ait une contribution au développement durable. Donc c'est ça qui se voit. Et le développement durable
3 piliers, n'est-ce pas? On se le rappelle ensemble, s'il vous plaît. Et c'est ça. Maintenant, imaginez que, et ça c'est le truc qui vient souvent, n'est-ce pas? Pour les projets du secteur public. Vous avez un projet du secteur public, parce qu'on pense qu'il est du secteur public, il prend très bien en compte les impacts sociaux. Ça, le secteur public sait le faire mieux que quiconque. Mieux que quiconque, le secteur public sait faire ça. Et le secteur public est aussi sensible aux considérations environnementales. Mais généralement, les projets du secteur public souffrent de quoi? Pardon? Oui. Et donc, c'est quel aspect de développement durable qui n'est pas bien pesé? Donc, social, ils sont très forts en ça. Environnement, ils peuvent faire. Souvent, ils oublient quel côté? C'est comment? La viabilité économique. Les projets du secteur public ne pensent pas à ça. On sort juste le budget. Oh, ça me fait 30 millions de dollars. Ok. Et puis quoi? Est-ce que les coûts ont vraiment été benchmarkés? Est-ce que les coûts ont vraiment été optimisés? Est-ce que la structuration est vraiment bien faite? Est-ce que c'est parce que c'est un projet du secteur public qui ne doit pas être structuré correctement? Souvent, on écrit seulement, on dit, oh, on veut faire 3 composantes, faisons ceci, oh, ça 5 millions, 10 millions, 30 millions, parce qu'il y a un autre projet à faire, on fait vite le projet, les chiffres montent très vite. Et quand même, il y a un changement de paradigme. On parle de plus en plus de gares, et dans la structuration des projets publics, on calcule souvent quel est le ratio coût-bénéfice. À côté des coûts, quand même, on essaie de voir quel est l'impact attendu sur la population. Mais vous avez raison, c'est pas encore bien installé. À vrai dire, on le dit plus qu'on le fait. Dans la théorie, on le théorise plus qu'on le fait. Donc, même le secteur public est soumis à cette scrutinité pour regarder une fois encore, tu vois, son budget d'exécution, s'assurer qu'on a vraiment optimisé les coûts, on a bien géré les choses. Et souvent, les projets du secteur public souffrent sur cet aspect. C'est l'inverse pour les projets du secteur privé. Un projet du secteur privé, la première chose qu'elle va regarder, c'est même pas l'économie, c'est la finance. Comment minimiser les coûts, comment optimiser les profits. Et puis eux, ils oublient carrément quoi? L'environnement et le social. Eux, ils oublient ça. Voilà. Donc, peu importe qui on est, secteur public, secteur privé, la contribution au développement durable va être là. Les 3 aspects doivent être regardés, économie, environnement et social. Les 3 doivent être regardés. Besoin des bénéficiaires. Voilà, et les bénéficiaires, c'est les pays. Est-ce que c'est en lien avec les priorités nationales? Est-ce que c'est en lien avec les politiques nationales? Est-ce que ça répond aux besoins des populations? Souvent, voilà, donc ce besoin des bénéficiaires et puis l'autre, l'appropriation nationale, on le retrouve quand les projets sont développés par qui? Par les acteurs nationaux, les entités d'accès direct. C'est là, parce qu'ils sont avec les populations, ils discutent avec eux, ils sont sensibles à ça, ils connaissent le terrain. Mais quand on a des programmes pays parachutés, les gens savent juste que cette technologie-là, elle a très bien marché en Amérique latine. Je pense que les Africains vont adorer ça. Donc il faut leur mettre ça dedans, parachuter un projet. Ils ne veillent pas sur ces aspects-là. Consultation nationale, on vient dans le pays, on rencontre un groupe de big shots en cravate et tout là. On nous a donné l'assurance, tout va aller, il n'y a pas de problème, c'est bon, on y va. Et souvent, on est rattrapé après. Il n'y a pas eu de consultation. Quand le DCA va commencer à me demander est-ce que vous avez parlé au peuple indigène? Les gens répondent il n'y a pas de peuple indigène chez nous. Tout le monde est local. Nous, on n'a pas de peuple indigène. Ah bon? Et ceux-là, non, ça c'est pas les peuples indigènes. Ok, on peut international sont considérés comme les peuples indigènes. Et ça commence à devenir une question de tabou. Pourquoi est-ce que les gens s'intéressent à nos problèmes? Et ça c'est parce que le projet a été parachuté. Donc, besoin de bénéficiaires, appropriation par le pays. Ça c'est des choses qui affectent souvent les projets parachutés, mais qui sont mieux prises en compte quand c'est nous-mêmes qui
qui le développeront. Donc la nécessité de faire des consultations avec les bénéficiaires, les participants. Le DCF va vous prendre sur les aspects des groupes indigènes. Le DCF va vous prendre sur les aspects de genre, considération de genre. On dit, oh non, chez nous ici, là, c'est les hommes qui souffrent. Pas de problème. Ou le genre, là, c'est pas seulement une question d'hommes et de femmes. Il y a aussi les handicapés, il y a aussi les personnes âgées. Tout ça, c'est vrai. Mais le DCF va vous prendre sur ça, tant que vous n'avez pas fait. Le gender expert du DCF, elle est top. D'ailleurs, elle est même allée recruter un homme maintenant qui est plus dur que elle-même. Sur les aspects de femmes. Vous êtes obligés. Même si ça ne vous plaît pas, vous êtes obligés. Réunissez des femmes, parlez-leur, écoutez-les, prenez note si vous êtes obligés. Ce n'est pas des choses avec ces institutions-là, vous ne pouvez pas fuir. Donc, parfois c'est un processus. Parfois on fait le processus, on se rend compte que finalement, on a appris en fait. On a appris, c'est juste être ouvert. Et puis, oui, il y a toujours à l'issue de ça des choses utiles, des choses qu'on apprend et puis qui permettent d'améliorer une petite composante du projet et qui fait qu'on peut passer. Et le dernier, c'est ça qu'on a parlé, efficience et efficacité. Les ratios reviennent encore, les ratios d'efficacité. Le cofinancement, il est mesuré là-bas pour voir si votre projet est bien ou pas. Donc, c'est ça les secrétaires d'investissement. J'imagine aussi au fur et à mesure que Sandra explique que chaque porteur de projet est en train de réfléchir par rapport à ce projet. Est-ce qu'il est sur ces critères-là? Ça aussi, c'est le réflexe qu'il faut avoir. À la lumière de ces explications, réfléchissez en temps sur votre projet. Est-ce que vraiment ces critères-là sont bien sortis dans vos documents? Absolument. Merci. Est-ce que vous avez on peut revenir sur des questions là-dessus? Une question. Est-ce que par rapport à ces différents critères-là, est-ce qu'il y a des guidelines, avec des lignes directrices qui expliquent l'entendement qu'ils ont derrière chaque critère? Le DCF a un document de près de 200 pages qu'ils appellent DCF, comment ils appellent ça? C'est-à-dire quand ils ont fait à l'interne, ils ont fait le Operation Manual, qui est pour le staff. Ils ont développé la version publique, qu'ils appellent, qui est pour le external, les gens qui ne travaillent pas au DCF, qui leur explique comment le DCF regarde les projets et ce qu'il veut faire. Donc ça s'appelle le Programmatic Guidebook qu'ils ont sorti. Ils en ont sorti un de pire récemment, le Appraisal Guidance. Vraiment, je ne sais pas d'où ça vient ce truc, où ils expliquent comment ils regardent les projets. Donc c'est des choses qu'on peut partager avec vous. Mais pardon, c'est des histoires à 200 pages et plus, je ne sais pas à qui c'est destiné, mais c'est un peu tough. Mais on peut mettre ça à votre disposition. Et ces documents existent en anglais, malheureusement. Il n'y a pas de version française. Je n'ai pas vu ça encore. Je vais chercher. Je ne pense pas. Vous avez parlé du cofinancement. Je ne sais pas si vous allez le développer plus tard. Le cofinancement. Oui, le cofinancement, le DCF va toujours le rechercher. Et j'avais expliqué un peu comment il voit les ratios. Le cofinancement dépend des instruments que vous utilisez. Il a parlé de l'effet de levier. Donc, différents instruments ont différentes capacités d'effet de levier. Et les moins performants pour l'effet de levier, le moins performant, c'est la subvention. Vous donnez une subvention à quelqu'un et vous lui demandez de trouver la subvention correspondante, c'est difficile. C'est pour ça que même certaines institutions, même les ONG aujourd'hui, ils font le matching grant. Le matching grant, c'est quoi? Ok, je te donne 100 francs si toi aussi tu as 100 francs. Ah non. Donc tu matches. Je vais te donner 100 francs. Mais toi aussi, va chercher 100 francs quelque part. Si tu viens prendre les 100 francs. C'est bien intéressant que tu cherches. Oui, c'est ça. Mais tu dois trouver pour prendre les 100 francs. Tu ne mets pas 100 francs sur la table, tu ne mets pas plus. Donc le DCF réfléchit aussi, minimum pour les subventions, à un matching grant. Tu dois les trouver quelque part. Ça, c'est dans leur tête. Le deuxième, c'est les prêts. Donc, cet instrument, le DCF, il veut te prêter l'argent, mais il ne veut pas être le seul à couvrir le risque. Si ton projet est si intéressant, va chercher un nombre d'autres investisseurs. Et généralement, il demande à l'entité accréditée qui apporte le projet. Eh bien, comme toi-même tu as bien analysé là, commence à mettre ton argent d'abord. Parce que tu prends le projet, tu sais qu'il est bon, non? C'est pour ça que tu as dit non, moi j'ai fait la diligence, c'est très bon. Ok, toi-même tu mets combien? Avant de nous apporter le projet. Donc l'entité accréditée, généralement, le DCF dit skin in the game.
au contrôle. Je mets pour moi, tu mets pour toi, on fait la bataille. Vous faites les luttes ici, non? Oui, c'est skin in the game. Tu penses que c'est un bon projet? Ok, parfait. Commence ton argent, prends le risque de ton argent. Tu mets un peu, je mets aussi. Donc c'est comme ça que le DCF se sécurise aussi. Il ne veut pas mettre un projet parce qu'on a dit que l'argent du DCF est gratuit, tout le monde dit je vais chercher, et on donne et puis c'est pas la sécurité, on donne à... Ils n'aiment pas ça. Donc tu mets ton argent, je mets mon argent. Mieux, est-ce qu'on peut convaincre une tierce personne pour venir dans la structuration avec nous? Donc c'est bien balancé, les risques sont bien répartis, ils aiment ça, et ça c'est le lot. Equity, ça c'est le capital, investissement. Le DCF prend le risque en même temps que le promoteur. Ce n'est pas de l'argent qui vous est prêté, c'est du capital qui a porté à votre affaire en échange du rôle du DCF dans la gouvernance. Donc ils vont amener quelqu'un à votre board, à votre conseil d'administration, pour participer à la gouvernance. Et ils ont aussi une partie de votre compagnie. Ils sont, comment on appelle ça, ils sont actionnaires à votre projet. Ils prennent le risque pour vous. C'est très intéressant comme instrument parce que vous n'avez pas à en rembourser. Si l'affaire marche, ça marche pour tout le monde. DCF va récupérer une partie des profits au prorata de son investissement. Si l'affaire capote, on est tous les perdants. Et maintenant, comment le DCF joue sur sa concessionnalité dans l'equity? C'est dans le positionnement. Il peut se mettre en junior equity. C'est-à-dire que quand l'affaire ne marche pas, le DCF est le dernier à être remboursé. Donc vous commencez à rembourser les seniors, ceux qui sont prioritaires, et eux ils sont tranquilles derrière. Mais généralement, un positionnement junior est rémunéré plus cher qu'un positionnement senior. Parce que quand une entreprise ne marche pas, il y a toujours un peu d'argent qui reste, non? On va commencer à payer quelqu'un jusqu'à on va dire maintenant l'argent est fini. Donc le DCF n'a pas de problème à s'asseoir dans le junior, les dernières tranches. Et vous priorisez d'autres investisseurs qui sont plus demandeurs, surtout le capital commercial qui est plus demandeur, vous le priorisez, mais vous rémunérez en termes de taux d'intérêt, la rémunération du DCF doit être meilleure à cause du risque plus élevé qu'il prend. Donc pour un equity, le DCF va vous demander je ne peux pas être à plus de 25% dans votre structuration. D'autres doivent venir. Donc vous devez aller chercher des 3 quarts et plus ailleurs. Et ça, c'est le equity. Mais comme vous le savez, en structuration complexe, et ici au Sénégal, il y a des financiers, vous pouvez mélanger les instruments, n'est-ce pas? Lorsque vous commencez à avoir une structuration, vous avez un peu d'equity et un peu de loan, vous êtes dans des situations de mezzanine, et ça aussi, c'est des choses qui intéressent le DCF. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et donc, le equity, son potentiel de levier, c'est 1 pour 4. Une ressource du DCF, 3 à aller chercher ailleurs. DCF est en 25%. C'est ça. Maintenant, le dernier, c'est la garantie. On a expliqué un peu. La garantie, ça veut dire quoi? La garantie, ça veut dire que je t'offre une couverture de protection pour le risque que tu prends. Et si jamais il y a des problèmes, je participe à payer les pertes. C'est ça la garantie. On peut faire de la garantie sur un projet, mais ils sont plus risqués. Il vaut mieux faire de la garantie sur un portefeuille de projet où le risque est partagé sur le portefeuille. Le DCF peut venir dire je fais une garantie partielle à 50 ou 60%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des pertes, nous perdons 100 francs avec. Je sais pas, vous êtes arrêté pour dire